Trouble dans le consentement. Du désir partagé au viol, ouvrir la boîte noire des relations sexuelles. Un livre d'Alexia Boucherie. Introduction. Citation de Dorothy Allison dans le livre Pau, à propos de sexe, de classe et de littérature. Il m'est difficile en fait de formuler des questions sur le sexe sans me retrouver prise dans des considérations sans fin sur la signification des actes, des considérations parfois étonnamment philosophiques, politiques et spirituelles que je ne parviens pas à ramener au niveau qui m'intéresse le plus, ma vie de tous les jours. Toute rhétorique passionnée ne mène à rien d'autre qu'à une plus grande obscurité si elle ne prend pas sa source dans une observation spécifique, comment dans la réalité nous vivons toutes notre sexualité. Fin de citation. À celles et ceux qui pensent que depuis les années 70, la sexualité humaine est révolutionnée, libérée, ce livre vous heurtera peut-être, car il prétend le contraire. Certes, de nombreuses évolutions et révolutions en matière de mœurs sexuelles ont eu lieu tout au long des derniers siècles. Mais les interactions sexuelles demeurent normées, cadrées, structurées, selon des schémas et des rapports de pouvoir qui résistent aux innovations. #balance ton porc et #MeToo, autopsie d'une controverse. Prenons par exemple les mises en examen d'hommes connus, suite à des plaintes pour agression sexuelle et ou viol à leur encontre, qui ont occupé le devant de la scène politique et médiatique entre la fin 2017 et le début 2018. Le déferlement de dénonciations qui a suivi la première affaire Weinstein, via le #balance ton porc, a permis de relancer les débats gouvernementaux autour de la question du consentement, mais aussi de libérer la parole des femmes. De même, le mouvement international #MeToo a révélé que la dénonciation individuelle des agresseurs ne peut se faire que dans un climat général de solidarité, voire de sororité, c'est-à-dire lorsque les témoignages de violences subies ne sont pas remis en question. Cette phrase renvoie à la note 1. Un an après, le 24 novembre 2018, en France, cette onde de solidarité a déclenché l'organisation de rassemblements citoyens sous l'appellation « Nous toutes ». Il s'agissait de se réunir en soutien aux femmes agressées, violées, harcelées, et de montrer que le silence ne serait plus toléré. En parallèle, et pour pallier à l'universalisme revendiqué de ce mouvement, d'autres collectifs, nous aussi, se sont formés, afin de rappeler la dimension structurelle et intersectionnelle des violences qui touchent plus fortement certaines femmes. Cette phrase renvoie à la note 2. Les violences policières et le rôle de l'État dans le maintien des oppressions, notamment racistes, putophobes et transphobes, ont ainsi été pointés du doigt. Cette mobilisation complémentaire a permis de visibiliser toute l'ambivalence d'une société qui certes s'érige contre les violences envers les femmes, mais entretient par sa structure même leur précarisation. Or, face à cette visibilisation collective, inédite dans l'histoire de la lutte contre les violences faites aux femmes, de par sa réception mondiale, de nombreuses voix se sont élevées en France pour dénoncer une atteinte à la liberté sexuelle. En effet, certaines personnes ont vu dans ce mouvement de dénonciation de possibles exagérations, mensonges ou tromperies de la part des victimes. Parmi ces dernières, n'y aurait-il pas des femmes qui regrettent des relations sexuelles et qui auraient profité de cette vague pour se venger de leur partenaire, d'autant plus lorsque celui-ci est un homme connu. Outre les féministes mal baisées qui sont communément incriminées lorsqu'elles dénoncent des violences, c'est désormais l'ensemble des femmes qui ont participé à ce mouvement qui sont soupçonnées, par là même, de vouloir mettre à mal la spécificité de la séduction à la française, celle qui est libérée, délivrée. Dans la tumultueuse Tribune des Sangs, publiée le 9 janvier 2018, dans le journal Le Monde, on revendique ainsi la volonté de préserver, je cite, « une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle, car la liberté de dire non à une proposition sexuelle ne va pas sans la liberté d'importuner. Et nous considérons qu'il faut savoir répondre à cette liberté d'importuner autrement qu'en s'enfermant dans le rôle de la proie. » Citation qui renvoie à la note 3. Les signataires de ce texte, pour la majorité des femmes privilégiées, c'est-à-dire blanches, bourgeoises, cisgenres, âgées de plus de 40 ans, hétérosexuelles, estiment donc que pour pouvoir dire oui ou non, il faut qu'il y ait une proposition. Phrase qui renvoie à la note 4. Jusqu'ici, nous sommes d'accord. Toutefois, pour elles, une proposition importune fait non seulement partie intégrante d'un jeu de séduction, qui permet de mesurer le degré de liberté sexuelle d'une société, mais de plus, elle ne doit pas être dénoncée au même titre qu'une agression sexuelle, entendre confondu avec. Je cite, « Nous sommes aujourd'hui suffisamment avertis pour admettre que la pulsion sexuelle est par nature offensive et sauvage, mais nous sommes aussi suffisamment clairvoyantes pour ne pas confondre drague maladroite et agression sexuelle. » Fin de citation. Cette tribune pose ainsi une graduation dans les interactions à dimension sexuelle, allant de la drague maladroite à la violence, tout en légitimant la première par la seconde. Pour reconnaître ce qui fait violence, il faut avoir été confronté à ces épisodes de drague maladroite.
Il faut avoir connu ces incidents bénins, anecdotes risibles ou simples expériences pénibles. Des hommes qui ont, je cite, touché un genou, tenté de voler un baiser, parlé de choses intimes lors de dîners professionnels. Fin de citation. Ces hommes doivent continuer de pouvoir importuner les femmes, pour le bien de la liberté sexuelle. Pour reprendre une idée avancée par la philosophe états-unienne Judith Butler, il y aurait donc les violences qui comptent et celles qui ne comptent pas. Note 5. Cette défense d'une séduction à la française et de ses charmantes asymétries n'est pas nouvelle. Les hommes ordinaires sont des séducteurs, des playboys, des winners, et le sexe est un très grand jeu, un terrain de chasse, diront certains, selon la note 6, dont les règles floues permettent le déploiement de cette liberté d'importuner, dans un contexte paradoxal qui voudrait à la fois, je cite, les droits égaux des sexes et les plaisirs asymétriques de la séduction, le respect absolu du consentement et la surprise délicieuse des baisers volés. Note 7. Les acteurs et les actrices sont en effet conscientes, et le mot consciente renvoie à la note 8. Les acteurs et les actrices, disais-je, sont en effet conscientes que la violence doit être bannie de leur sexualité, sauf quand elle entre dans des cadres spécifiques de jeux sexuels préalablement énoncés par les partenaires, dans une recherche de plaisir. Par exemple, le BDSM pour bondage et discipline, domination et soumission, sadisme et masochisme. Tout cela pose pourtant un certain nombre de questions, qui restent énigmatiques dans la mesure où elles ne sont pas posées explicitement, bien qu'elles soient, au moment où j'écris ces lignes, particulièrement réactivées et discutées. Comment le consentement s'identifie-t-il au sein d'une relation sexuelle ? Suffit-il, comme l'entend la loi, qu'il n'y ait pas de présence explicite de, je cite, violence, menace, contrainte, surprise, fin de citation, pour convenir d'un, je cite, consentement libre et éclairé, fin de citation. Comment se transmettent individuellement les codes qui permettent de cadrer et d'évaluer une situation de relation sexuelle consentie ? Cela renvoie finalement à cette question plus générale qui est au centre de ce livre. Comment intègre-t-on le consentement à nos biographies sexuelles ? Libre et éclairé ? L'expression biographie sexuelle, utilisée en démographie pour l'étude des comportements sexuels, désigne chez un individu une, je cite, alternance de relations sexualisées et de périodes éventuelles d'inactivité sexuelle. Fin de citation. Cette biographie débute lors de l'initiation sexuelle, qui correspond au premier rapport avec partenaire, et comprend deux caractéristiques rétrospectives majeures. Je cite, le nombre de partenaires sexuels et la durée passée en relation sexuelle. Cette phrase renvoie à la note 9. Quid du consentement dans cette définition ? Il en est absent. Pourtant, si la biographie sexuelle entend comptabiliser l'entièreté des situations sexuelles rencontrées par un individu dans sa vie, cette caractéristique est précieuse pour mieux comprendre les rapports qu'entretiennent les acteurs et les actrices à leur sexualité, car cette initiation sexuelle peut être une relation sexuelle non consentie, donc subie. En ce sens, je parlerai d'entrée en sexualité viciée. Je m'éloigne ainsi délibérément de certains courants féministes qui considèrent que les violences sexuelles ne font pas partie de ce que l'on nomme sexualité, qu'elles doivent être seulement regardées comme relevant d'une forme de domination et non de relation. De mon point de vue, on peut parler de violences sexuelles dans un cadre relationnel, sans pour autant nier leur caractère inadmissible. Dans nos sexualités se glissent en effet des rapports de pouvoir qui amènent à penser les relations sexuelles dans un continuum au sein duquel le consentement et la violence fluctuent. Ainsi, et c'est là le cœur de mon propos, il n'y a pas besoin de violence explicite pour qu'une relation sexuelle soit perçue comme un viol, ou que la question du consentement soit trouble. Isoler les violences sexuelles, pour les analyser hors du champ de la sexualité, revient à entretenir l'idée qu'une relation sexuelle imposée est facilement reconnaissable, donc facilement condamnable. Cette phrase renvoie à la note 10. Or, l'énigme principale que j'ai cherché à résoudre, à savoir comment différencier une relation sexuelle consentie d'une qui ne l'est pas, repose habituellement sur cette distinction entre ce qui relèverait du champ de la sexualité et ce qui relèverait du viol. Les études disponibles ne portent à ma connaissance que sur l'un ou l'autre de ces thèmes sans les mêler, comme s'il fallait choisir entre traiter du viol ou parler de sexualité, entre le crime et la routine. Cela contribue à faire du viol un événement extraordinaire, alors qu'il prend finalement place dans le quotidien d'une infinité de personnes. Cette phrase renvoie à la note 11. En ce sens, j'ai voulu appréhender la vie sexuelle des individus que j'ai rencontrés dans son entièreté, celle qui existe au travers d'amour, de relations éphémères, de coups d'un soir, en n'excluant jamais la violence qui pouvait exister dans chacune de ces interactions. Après avoir admis que les relations sexuelles les plus quotidiennes peuvent donc être un des lieux où s'exercent des rapports de pouvoir, selon ce continuum, venons-en donc à l'objet central de cette recherche, qu'est-ce que le consentement ? Voilà une question bien vague, qui constitue pourtant le fondement de nombreux travaux philosophiques, psychosociaux, juridiques et même sociologiques, dès lors que l'on s'intéresse aux interactions entre les individus. Et ce d'autant plus lorsque celles-ci sont prises dans des rapports de pouvoir.
Retenons, pour l'heure, la définition philosophique générale du consentement qui en fait un acte, je cite, acte par lequel quelqu'un donne à une décision dont un autre a eu l'initiative, l'adhésion personnelle nécessaire pour passer à l'exécution. Fin de citation. Et cette phrase renvoie à la note 12. Si cette notion est à ce point centrale, c'est parce qu'elle fait partie des concepts qui permettent de penser comment s'opère la jonction entre le pouvoir, la violence de celui-ci et la capacité des libertés individuelles à exister dans une société hiérarchisée. Cette définition centrale reste pourtant assez floue et doit ainsi être complétée par des éléments contextuels qui modifient les conditions du consentement, et notamment la place de la liberté de chacune, qui peut alors venir renforcer ou vicier cette adhésion personnelle donnée à autrui. Ce contexte est d'abord historique. On ne questionne pas le consentement de la même manière selon les époques, et cela est très nettement lié à l'évolution des revendications égalitaires. La fin révolutionnaire du XVIIIe siècle est en cela un exemple idéal, avec l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui stipule, je cite, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Fin de citation. Si ces réflexions se cristallisent peu à peu pour faire émerger une société qui finira par bannir l'usage de la violence physique dans les décisions étatiques, mais également entre les humaines au nom de cette liberté, il faut bien rappeler que les femmes ne sont d'abord pas concernées par ces révolutions identitaires. La libre possession de son corps, oui. Mais les femmes appartiennent toujours aux hommes de leur famille. Les femmes non blanches, à l'évidence, seront encore plus assujetties, parfois même par les femmes blanches, des familles bourgeoises. La propriété du corps des femmes, par les hommes, se voit d'ailleurs réassurée par le Code pénal de 1810, qui légitime l'ascendance du mari, en rendant par exemple excusable l'homicide commis sur sa femme et son partenaire s'il la surprend à pratiquer un coït dans la maison conjugale. À partir du début du XXe siècle, l'émancipation des femmes constituera le second souffle de cette entreprise de conquête d'une liberté individuelle pour toutes, et par là même une remise à niveau des questions concernant le consentement. Après avoir considéré ces changements politiques qui ont fait de la liberté individuelle et de l'égalité des principes moraux et ainsi donné une légitimité grandissante à la question du consentement, intéressons-nous aux éléments de contexte d'ordre relationnel, sous-entendus dans la définition générale vue plus haut. Pour la philosophe française Geneviève Fraisse, cet énoncé qui prend place dans la France contemporaine impose 3 conditions. Premièrement, je cite, « Le consentement peut être libre ou forcé, et le oui aussi toujours entre choix et contrainte. » Fin de citation qui renvoie à la note 13. Deuxièmement, il doit être éclairé. Et c'est notamment dans les domaines médicaux ou juridiques que ce critère est en théorie indispensable. Les individus doivent avoir une connaissance détaillée et préalable de la proposition pour laquelle elles doivent donner leur accord ou leur désaccord, et c'est à l'initiatrice du contrat de dévoiler les composantes de l'acte proposé. Dans cette conception, l'autonomie de chacune ne doit aucunement être entravée au regard de la liberté individuelle de choisir en toute conscience. Troisièmement, il doit être énoncé, c'est-à-dire manifesté ou exprimé, de sorte à ce qu'aucun doute ne soit possible. Étant tout à fait consciente des dérives liées à cette condition floue de la manifestation du consentement, que l'on peut interpréter de bien des manières, la philosophe précisera ainsi qu'il existe, je cite, un spectre du consentement. Fin de citation. Celui-ci s'étend de son énonciation verbale explicite, oui, à toute une palette de comportements physiques, rendant son interprétation malléable. Car le consentement est avant tout une pratique relationnelle qui devient individuelle lorsque se pose cette nécessité d'une énonciation libre et éclairée. Et incorporer dans la sexualité cette condition du consentement comme principe moral rend les questionnements beaucoup plus flous encore. Le consentement peut-il être vicié? Dans un contexte d'asymétrie structurelle où les femmes ont longtemps été assujetties aux hommes, a-t-on toutes les mêmes capacités à consentir? Nous arrive-t-il de céder? Cette dernière question renvoie à la note 14. Ces questions qui émergent depuis les années 1980 en matière de sexualité témoignent d'un nouveau rapport des individus à leur comportement sexuel, par lesquels elles seraient plus à même de s'épanouir librement du fait des mutations familiales et des, supposées, révolutions sexuelles. Cependant, la question trouble de la régulation, collective via l'appareil judiciaire et médiatique, mais également individuelle par nos pratiques, de cette sexualité reste peu explorée. C'est pourquoi ce livre visera précisément à éclairer ce cadre. En quoi notre expérience routinière des relations sexuelles, supposées libres et éclairées, est-elle troublée par des rapports de pouvoir inhérents à un apprentissage genré du consentement? Pour le dire plus simplement, je suis partie du constat qu'il existe, au sein des comportements sexuels, des distinctions et des différences, selon que l'on soit un homme ou une femme. Ces divergences sont aussi à mettre en relation avec la question des violences sexuelles, qui sont majoritairement commises par des hommes. Cette phrase renvoie à la note 15. En partant du principe que l'on apprend à devenir femme-homme,
à travers de nombreuses normes transmises dès l'enfance lors de la socialisation, note 16, et que nos comportements ne sont donc pas innés, j'ai posé cette question très naïve. À l'heure où l'on prône l'égalité pour toutes, pourquoi cette question du consentement est toujours si compliquée à mettre en œuvre? La réponse à cette question est assez simple si l'on prend comme terrain les violences sexuelles, miroir le plus explicite des problématiques liées au consentement. C'est la faute du patriarcat et de ses siècles de gouvernance sexiste. Je simplifie ici les choses très grossièrement, de manière volontaire. Les riches travaux sur lesquels je me suis appuyée seront détaillés au cours du livre, mais en substance, et pour l'heure, c'est ce qu'il faut retenir. Le patriarcat, cet ordre qui oppresse les femmes, mais aussi les minorités LGBTQIA, pour lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, intersexes, asexuels, favorise les violences à leur encontre, via ces normes de genre qui construisent des masculinités viriles, conquérantes, possessives, et des féminités suffisamment malléables pour céder. J'ai donc voulu observer comment, dans un tel contexte, le consentement se construisait dans la vie de chacune, selon la socialisation de genre principalement. En définitive, cette enquête s'est donnée pour but d'éclaircir ce qui se trouve entre le sexe consenti et désiré, celui qui est consenti mais non désiré, les zones grises, et celui qui ne l'est pas, le viol, sans pour autant se focaliser sur cette dernière configuration, même si elle fut à la base de mes réflexions. Pour ce faire, j'ai observé comment, chez les individus, se fait l'apprentissage de l'expression des limites et des envies, et le respect ou la transgression de ces dernières, dans des cadres de relations pures. Relations pures renvoie à la note 17, c'est-à-dire supposément non viciées, socialement et culturellement acceptées, notamment au regard des socialisations genrées. Explorer les zones grises. La sexualité sera donc explorée ici comme une activité sociale ordinaire que s'approprient les individus par des pratiques diversifiées et potentiellement subversives. Certaines ne manqueront pas de s'interroger à ce stade sur l'intérêt qu'il y a à poser cette question de la pratique du consentement au sein des relations sexuelles quotidiennes, dites routinisées. Outre le peu d'études francophones à ce sujet, cela est novateur en 2 points. Tout d'abord, cela permet de ne pas se risquer à une essentialisation du pouvoir consentir, c'est-à-dire à une généralisation théorique du qui peut consentir en se basant sur la seule appartenance à une classe de sexe, de race, note 18, d'âge, de statut économique, de santé mentale, physique. Je montrerai à l'inverse que le consentement sexuel est avant tout relationnel et contractuel avec l'autre et avec soi, et qu'il est donc impossible de répondre positivement ou négativement à la question de la liberté à consentir sans étudier le contexte de la relation. Or, de par notre appartenance à des catégories socialement et culturellement construites, pensées de manière hiérarchique, nous exerçons et ou subissons toutes plus ou moins intensément des rapports de pouvoir dans une situation donnée, en fonction des membres présentes en interaction, elles-mêmes situées, qui influent sur nos actions. Partir de cette hypothèse d'un consentement situé permet alors de relativiser l'illusion entretenue par le féminisme d'État d'un consentement libre et éclairé qui serait le seul garant d'une sexualité exempte de violence. Cette phrase renvoie à la note 19. Je peux ainsi postuler que les individus ne sont pas équitablement dotés de ce pouvoir de consentir, et que le consentement peut être vicié de base du fait de rapports asymétriques contextualisés. Attention, affirmer cela ne revient pas à dire que les individus sont incapables de consentir réellement. Ce cadre d'analyse sert plutôt de support critique envers les discours qui considèrent 1. Que le consentement sexuel est la traduction directe d'une envie et ou d'un désir sexuel, 2. Que chacune est en capacité libre et éclairée de dire oui ou non et de le verbaliser, montrer explicitement, 3. Que les viols représentent les seules relations sexuelles forcées et que toutes les autres sont, par opposition, dénuées de tout rapport de pouvoir. Je montrerai ainsi, à partir d'une enquête de terrain, que le consentement sexuel est une pratique qui s'apprend, se ou se reconstruit au gré des connaissances et des expériences sexuelles individuelles, s'ajuste selon les cadres relationnels et les attentes, représentations qui y sont associées. En ce sens, et comme toute activité sociale, il est éminemment mouvant, puisque sans cesse remodelé socialement, culturellement, politiquement et de manière collective et individuelle. Ce sont donc ces processus qui construisent l'expression finale du consentement qu'il s'agira d'étudier. Cela permettra également de prolonger, tout en les questionnant, les analyses féministes des violences de genre qui prennent pour objet de recherche l'acte de viol comme transgression d'un non-consentement. En effet, si le consentement sexuel est au cœur même, bien que seulement supposé et non clairement défini, de la définition du viol, les recherches francophones ont rarement croisé les deux objets. On s'intéresse soit à la question philosophique du consentement, dans son expression contractualisée, note 20, c'est-à-dire à la possibilité de l'exercer de manière libre et éclairée, ou au contraire viciée, note 21, à son impossible réalisation du fait de la domination de certaines classes sur d'autres, note 22, au fait que seule l'émancipation des femmes pourra leur permettre de pleinement consentir, note 23,
ou encore à la question propre du viol et à ses conséquences traumatiques. Note 24. Actuellement, les études autour de ce crime visent à l'analyser non seulement par le prisme de sa judiciarisation, note 25, et des éventuelles dérives favorisées par ce cadrage, note 26, mais également par le prisme du genre. Cette dernière grille de lecture rend compte du fait que le viol est favorisé par des rapports sociaux de sexe asymétriques et dénonce l'ancrage culturel dont il bénéficie et par lequel il se perpétue, ce que les militantismes féministes nomment culture du viol. Note 27. Des travaux plus descriptifs paraissent également visant à restituer la réalité sociale du viol en montrant que les violeurs ne sont pas les inconnus croisés le soir dans un parking désert, mais des hommes proches, famille majoritairement, puis amis et voisinage. Note 28. Au regard de ces récentes études, le viol n'apparaît toutefois pas comme une simple déviance pouvant survenir lors des rapports sexuels les plus communs. Il illustre toujours la limite ultime de nos sexualités relationnelles contemporaines qui, si elle est transgressée, affecte l'individualité même des sujets qui en sont victimes. Aujourd'hui, ce crime est donc un objet d'étude sociologique spécifique au croisement de la sociologie du genre, de la sociologie de la sexualité et de la déviance. Appliqué à la réalité des comportements sexuels, il fait office de borne, délimitant le continuum de la sexualité. Il permet de différencier la mauvaise, qui serait explicitement forcée, de la bonne, explicitement consentie. Derrière cet explicite, dont la forme la plus mesurable est un oui ou un non clairement énoncé, se trouvent toutefois des combinaisons multiples de comportements qui, pour être appréhendés, nécessitent de questionner la notion de consentement. Se décentrer de cet ultime marqueur de violence nous donne ainsi l'opportunité d'envisager sous un autre angle certaines formes de contraintes plus insidieuses qui existent au sein même des sexualités routinières, de cerner ces zones grises qui ne sont ni nommées viol par les actrices qui les vivent, ni pourtant considérées comme des relations pleinement désirées, mais qui sont à leurs yeux consenties. Je montrerai alors que ces zones grises témoignent de la persistance d'un ordre hétéronormatif qui nous conduit à penser les pratiques sexuelles courantes comme libérées, révolutionnées, et au sein desquelles la seule violence possible serait celle du viol. Cette hétéronormativité sera ici définie comme un modèle normatif qui promeut et valorise les codes de l'hétérosexualité, c'est-à-dire la reproduction de rôles sexués actifs, passifs, selon le genre que l'on performe et celui qui nous est attribué, et qui imprègne l'apprentissage du consentement, rendant de fait sa pratique genrée. Si ce schéma hégémonique tend à être reproduit dans les sexualités, il s'agira également d'étudier les capacités de résistance dont les individus font preuve, en proposant des pratiques alternatives du consentement. Si je propose dans mon analyse des modèles types de zones grises accompagnés de pistes explicatives quant à leur production, mais aussi des descriptions d'interactions sexuelles alternatives et résistantes, je n'entends pas pour autant, à travers cet essai, dévoiler la réalité à des actrices inconscientes de ce qui leur arrive. Il s'agira de comprendre ensemble un pan de la sexualité innommable, puisque non étudié, un entre-deux trouble et pourtant constamment présent dans nos expériences sexuelles quotidiennes. De même, il ne s'agit pas de juger des comportements sexuels ou de venir imposer de nouvelles normes en prétendant détenir la vérité. Avec cet essai, je propose une critique de l'application et de la vision du consentement sexuel proposée par le système actuel et une analyse des résistances qui existent, basée sur les expériences des enquêtés, mais également sur ma propre subjectivité qui, vous le comprendrez vite, est convaincue des bienfaits de la politisation féministe des sexualités. Ne choisissez pas un sujet qui vous touche trop intimement. Je cite note 29. Adopter le positionnement féministe implique pour les chercheurs, d'historiciser leurs objets de recherche, de se situer socialement et d'admettre que c'est souvent d'abord en raison des contraintes sociales qui pèsent sur leur propre vie qu'ils ou elles formulent leurs problématiques. Ce faisant, ils et elles visent à répondre à ce qui est un problème pour eux, elles. Fin de citation. Avant d'entrer dans l'enquête proprement dite, je voudrais revenir sur les raisons qui m'ont poussé à faire cette étude. En 2015, lorsque j'ai commencé à réfléchir à la réalisation de mon premier mémoire de recherche en Master 1 de sociologie à l'Université de Bordeaux, la question du viol s'est imposée à moi. Imposée, car je ne voyais pas d'autres sujets sur lesquels travailler. J'ai pourtant essayé. Poursuivre une recherche approfondie sur l'usage de drogue, qui était le thème de mon travail de fin de licence, aller voir du côté des orientations et des pratiques sexuelles minorisées que j'avais découvertes au gré de lectures personnelles. Et pourtant, cette problématique du viol continuait à s'immiscer dans mes pensées, à croiser mes réflexions, à s'articuler, presque malgré moi. Je me suis donc rendue à l'évidence, et je suis passée outre les mises en garde de nos professeurs. Ne choisissez pas un sujet qui vous touche trop intimement. Il fallait que je travaille là-dessus. J'ai donc engagé une étude sur le thème « Les féministes et la question du viol » en observant comment des groupes de parole, d'entraide, de soutien, se forment sur les réseaux sociaux, Facebook précisément,
autour de la problématique du viol et comment celle-ci est alors prise en charge différemment qu'elle ne l'est par le cursus institutionnel. Association physique, parcours judiciaire, médecin. À l'issue de cette première recherche, j'ai engagé mon mémoire de Master 2, que j'ai réalisé en 2 ans sur la question du consentement sexuel. Ce glissement s'est produit de manière assez logique dans mon esprit, prolongeant les questionnements qui m'animaient encore et dont les réponses trouvées précédemment ne me satisfaisaient pas suffisamment. A posteriori, je comprends que ces recherches furent également la catharsis des violences sexuelles que j'ai moi-même pu subir, et dont le traumatisme s'est soigné par l'intellectualisation, la compréhension de ce qui m'était arrivé, et sa transformation en écrit scientifique. Note 30. La production de cette dernière recherche a donc été à la fois salvatrice et épuisante. Être confrontée, parfois, à des récits de violence qui ont pu me ramener à mes propres paroles, mes propres ressentis et émotions, centrer mon énergie sur la mise à distance constante de mon vécu pour incarner cette figure détachée de la sociologue objective est un double travail dont peu d'écrits font état. La réécriture de mes recherches pour nourrir ce livre a pu me permettre d'ajouter cette touche réflexive à la production de mes résultats. Je sais désormais pourquoi je suis sortie de certains entretiens pleins d'enthousiasme et d'autres en crise d'angoisse. Je sais aussi que cette recherche a profondément changé mes propres rapports à la sexualité, mettant en lumière certaines zones d'ombre qui avaient pu s'y glisser. Je ne me pose pas en expert du consentement, les questions que j'ai abordées dans mon mémoire sont celles que je me pose également dans ma vie quotidienne, et un travail conjoint s'est réellement effectué. En effet, chaque entretien a été enrichi à la fois par les expériences personnelles et les savoirs propres à chacune, selon notre réflexion située. Les similitudes, divergences ou oppositions strictes qui ont pu surgir entre les idées et les vécus, j'ai tenté de les retranscrire aussi, en étant consciente que mon analyse est également située. Illustrant ces propos de manière concrète, tout en mettant à l'écart cette image de sociologue surplombante qui, contrairement à ses enquêtés, serait sans caractéristiques et vivrait hors du monde social qu'elle observe. Je suis une femme cisgenre, de 25 ans, née en France et blanche, militante féministe et queer, note 31, lesbienne, issue de classe supérieure. En ce sens, j'ai une perception du monde inhérente à ma position sociale, tout comme les personnes que j'ai rencontrées. J'ai donc interprété ces entretiens avec un angle subjectif, et les personnes qui m'ont reçue ont elles aussi interagi avec moi selon l'identité qu'elles m'ont apposée. C'est sûrement parce que je suis une jeune femme qu'un homme que je pensais uniquement intéressé par la recherche s'est permis de me demander si j'avais, je cite, besoin de coucher avec lui pour mon enquête. Fin de citation. C'est sûrement parce que je suis une jeune femme que la plupart des hommes que j'ai interrogés m'ont demandé une cigarette lorsque j'ai sorti mon paquet en plaisantant sur l'aspect donnant-donnant vis-à-vis du service qu'ils me rendaient en répondant à mes questions. Comme si, en étant femme et eux hommes, je leur devais quelque chose en échange de leur disponibilité. Aucune des femmes que j'ai rencontrées ne m'a demandé quoi que ce soit, comme si à l'inverse, elles avaient intériorisé leur devoir de recevoir comme il se doit en bonne maîtresse de maison, de prendre sur leur temps, sans rien me demander en échange. Comme nous avons l'habitude de le faire, ou plutôt d'être considérés. Je pourrais m'étendre longuement sur ces détails que l'on assimile trop vite à des caractéristiques psychologiques individuelles, mais l'on pourrait alors me reprocher comme souvent de suranalyser des comportements anodins du fait de ma position de féministe aigrie, voire anti-homme. Ce qui est certain en tout cas, c'est que je n'ai réalisé que 7 entretiens avec des hommes, contre 15 avec des femmes. Note 32. Cette différence peut s'expliquer de manière sociologique en premier lieu. J'ai obtenu tout simplement moins de réponses d'hommes désireux de participer à l'enquête de manière sérieuse. J'ai par la suite découvert, en m'entretenant avec ces jeunes hommes, que l'une des raisons de ce mutisme est qu'ils ne parlent en réalité que très rarement de leur propre sexualité. Cette révélation a d'ailleurs fortement déstabilisé mes présupposés sur une masculinité hégémonique construite autour des récits détaillés de leur conquête sexuelle. Note 33. Elle s'explique également par des éléments qui me sont plus personnels, puisque les entretiens avec les hommes, et plus précisément hétérosexuels, ont été particulièrement compliqués à gérer pour moi. De manière globale, mon entourage n'est pas hétérosexuel, et assez peu d'hommes cisgenres gravitent dans les espaces que j'occupe. Le fait de me retrouver dans un espace clos, au domicile d'hommes avec qui les échanges virtuels avaient déjà pu être orientés vers une proximité me mettant mal à l'aise, qui plus est pour parler de sexualité, ou de jouer la connivence hétérosexuelle alors que certains récits m'offusquaient, a donc créé de base une certaine appréhension au moment de passer 2 heures avec eux. J'ai appris à me blinder sur le moment, mais que faire de ce qui déborde lorsque l'on rentre chez soi? À qui parler de nos ressentis, des émotions échangées? Comment les intellectualise-t-on? Où dépose-t-on les récits de vie parfois très rudes que nous avons écoutés, que nous avons enregistrés, que nous devons retranscrire? Le care, note 34, ne semble pas être un élément suffisamment important pour être transmis dans les enseignements obligatoires de nos universités françaises. Débrouillez-vous avec vos armes, chères étudiantes désincarnées, et que les plus privilégiés survivent. Les témoignages et échanges avec les personnes rencontrées n'en ont pas été moins riches. Et j'espère que les réflexions que cette enquête m'aura inspirées
pourront servir d'outils pour conduire à une pratique véritablement émancipatrice et égalitaire du consentement sexuel. Voilà pour cette introduction, et on se retrouve demain pour le chapitre 1, l'ordre sexuel et ses normes. Vous avez dit consentement ?